Bonjour et bienvenue à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Grégory Laurent qui dirige les Étains de Lyon. Bonjour Grégory, Bonjour Benjamin, merci. avec plaisir. Grégory, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours entrepreneurial Alors moi je m'appelle Grégory Laurent, donc j'ai racheté cette entreprise il y a 21 ans avec mon frère Xavier. On est deux associés. C'est une entreprise qui existe depuis 1947 et qui est spécialisée dans la fabrication de comptoirs de bar et de plans de cuisine en étain. Et on est sur Lyon depuis 75 ans, date où on a fêté cet anniversaire l'année dernière. Et on a tous les deux un parcours un peu atypique puisque mon frère est prothésiste dentaire de formation et moi je suis comptable de formation. Et on a tous les deux repris cette entreprise parce que notre père était fondeur d'or et qui disait, bah, les garçons, il y a une entreprise à vendre à Villeurbanne qui est une fonderie d'étain. Donc moi, j'ai travaillé dans la grande distribution avant et on a tous les deux quitté notre métier pour racheter cette fonderie il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Ok, génial. Et donc, synchronicité, vous êtes tous avec votre frère, du coup, et sur la piste vue par votre père, vous vous êtes lancé en même temps, vous avez quitté le salariat en même temps pour Ouais. reprendre cette entreprise, quoi. Ouais, on a tout quitté. Moi, j'avais 26 ans quand je l'ai reprise. Et mon frère, un tout petit peu plus âgé que moi. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est partie production et moi qui m'occupe de toute la partie gestion, commerce. Et en fait, la particularité, c'est que cette entreprise, c'est qu'il n'y a pas de formation à notre métier. Le métier d'étaignier n'existe plus. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout qui forme à ça. Donc, on doit former en interne. Donc, nous-mêmes avons dû nous former avec notre prédécesseur. Quand il nous a vendu l'entreprise, il est resté avec nous pendant quelques mois pour nous faire une passation sur les savoir-faire. Et puis ensuite, mon frère a adapté toutes ses connaissances techniques pour créer des nouvelles façons de travailler ou d'adapter des outils à son savoir-faire à lui. Et puis, on tombe très vite amoureux de ce produit. Comme vous pouvez le voir, Ouais. des façades de comptoir de bar derrière. Et c'est un produit coup de cœur. Et je crois que quand on a visité l'entreprise, on a eu nous aussi ce coup de cœur. Et on n'en est jamais sorti depuis 20 ans. Ouais, super. Alors, ben, on parlait en préparation de l'épisode du fameux zinc de bar. Qu'est-ce que... Alors, mais je comprends que ça n'est pas du zinc, donc c'est de l'étain. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus Oui, en fait, on fait un gros amalgame, mais c'est normal. En France, on dit toujours, on va aller boire un coup sur le zinc, mais l'origine du comptoir, c'est de l'étain. Pourquoi? Parce que l'étain, c'est extrêmement malléable et on peut faire des formes complètement atypiques, des cintrages, des boudinages, des estampages dans tous les sens, alors que le zinc va être une matière qui va être plus dure à travailler et c'est moins un côté esthétique, on va plus l'utiliser pour mettre sur les toitures, le zinc. Mais pendant la guerre, les Allemands ont récupéré tous les étains qui étaient sur les comptoirs de bar, donc avant-guerre. Et à l'après-guerre, comme il n'y avait plus d'argent, il a fallu les possesseurs de cafés, hôtels, restaurants voulant refaire leur comptoir. Comme il y a eu beaucoup de destruction par les bombardements, ils ont demandé aux zingueurs qui refaisaient les toitures s'ils pouvaient refaire leur bar et en zinc. D'où la connotation d'aujourd'hui, on appelle ça un zinc de bar. Ok, super. Et deuxième un peu mauvaise compréhension ou a priori, c'est effectivement, on en parlait pareil avant l'épisode, c'est du coup c'est malléable, ça Mais brûle, il y a ça deux, fond, et pourtant on n'a pas l'impression que ça soit le cas. Alors les bières fraîches, il n'y a pas de problème, mais quand on est sur des choses un peu plus chaudes, il y a deux choses qui vont différencier, trois choses même qui vont différencier l'étain du zinc ou d'autres matières. C'est effectivement ce côté très malléable qui permet de faire beaucoup de formes, mais il y a aussi la température de fusion. On a souvent peur qu'un étain, on se dit souvent, ça fond à basse température. C'est vrai, mais quelle est cette basse température? En fait, c'est déjà 232 degrés. ah oui. Donc, avant de faire fondre quelque chose à 232 degrés, quand on pose une casserole dans laquelle il y a de l'eau, l'évaporation de l'eau se faisant à 100 degrés, la casserole va monter à 130, 140 degrés de température pour pouvoir faire bouillir l'eau. Et si on la pose sur le bar ou sur un plan de cuisine, il n'y a pas de risque que ça fonde. Ça nous est arrivé une fois en 20 ans et c'était pour des raisons très particulières.
Mais sinon, on n'a jamais eu d'autres accidents par rapport à la température. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Non, la différence, la plus grosse différence entre le zinc et l'étain, c'est le coût de la matière première. Ouais. L'étain est un métal précieux qui est extrait dans la nature, comme l'or ou l'argent. Donc, il subit un cours. Et le cours des métaux précieux, l'étain est utilisé dans tout ce qui est électronique. On en a tous dans Mm. nos ordinateurs, nos voitures, nos téléphones, tout ce qui est dans l'électronique. Et donc, c'est très demandé, ce qui fait que le cours, il monte en fonction des demandes technologiques dans le monde. Et c'est vrai que la différence entre le prix de l'étain et du zinc est exponentielle. On parle d'un fois 10 entre la Ok, différence au mètre carré. très bien. Et alors, on parlait de comptoir, de cuisine aussi. C'est quoi le client type chez les étains de Lyon? Nous travaillons à 50% pour tout ce qui est architecte, décorateur. Ok, Ce sont eux qui vont prescrire. Donc, nous, on est vraiment dans le marché du professionnel. On va travailler avec ces architectes, ces décorateurs qui vont promouvoir le produit auprès de leurs clients particuliers. Mais le client particulier, ça peut être un café, hôtel, restaurant. Enfin, si vous voulez, il fait l'intermédiaire ouais, entre notre client. Nous n'avons pas vocation normalement à recevoir le particulier chez nous parce que le particulier, c'est beaucoup de travail. Il faut lui expliquer, comment dire, moi, je suis un technicien. Mon métier, c'est de fabriquer du sur-mesure que veut un client. Et un architecte, un décorateur ou un agenceur, ils sont dans cette mécanique-là ouais. d'expliquer au client les problématiques ou quel style il faudrait mettre plus ou moins dans le café, hôtel, restaurant ou chez le particulier dans sa cuisine. Alors que moi, j'ai plus vocation à trouver tous les problèmes techniques de fabrication pour pouvoir répondre au mieux à la demande. Donc, mes D'accord. clients, Ouais, mes- donc les donc, mes- clients, c'est les agents, les aménageurs, des architectes d'intérieur, etc., qui vont faire l'intermédiaire avec l'utilisateur final, on va dire. c'est ça, c'est ça. D'accord. Les cuisinistes, agenceurs, ébénistes, architectes d'intérieur, agenceurs, tout ce qui tournera autour de la décoration d'intérieur. Ok. Et on parlait alors du cours des matières premières qui a dû être un peu chahuté récemment. Comment est-ce que vous vous adaptez à ce genre de situation qui ne doit pas être facile à gérer, du coup? C'est effectivement très compliqué. Nous, c'est le LME, le London Metal Exchange, qui Ok. définit le cours des métaux précieux. C'est la bourse de Londres, en quelque sorte, qui définit le cours des métaux précieux au niveau mondial. Et là, on a subi une hausse, mais quand on parle de hausse sur les matières premières, quelles qu'elles soient, on dit c'est déjà énorme. Mais en fait, il suffit de regarder sur Internet cours des métaux précieux. Vous regardez sur un an et demi, pas les cours des métaux précieux, le LME rien que sur la valeur de l'étain. Et là, vous allez voir des courbes qui sont absolument monstrueuses. Et Ouais. ça a été une vraie problématique. Mais je ne suis pas le seul. En fait, pour une entreprise artisanale comme la nôtre, la répercussion du coût de la matière première n'a pas été faite dans l'immédiat. Donc, Ok. je ne vous cache pas qu'on a perdu beaucoup de points de marge et que là, on est encore en phase d'essayer de les récupérer parce qu'on a essayé de faire une répercussion assez lente, ce qui a été peut-être une erreur, mais on s'est dit on ne peut pas donner tout d'un coup aux clients, sinon on n'aura plus de clients. Donc, on a dû répercuter de façon crescendo. Ouais. Et là, ça y est, le cours étant redescendu un petit peu, ça nous permet de rééquilibrer et on commence à retrouver nos marges de manœuvre qu'on pouvait avoir avant. Mais ça a été, oui, ça a été un gros souci, mais comme la maison se porte bien, puisqu'elle est gérée comme bon père de famille, bah, on a tapé dans notre trésorerie, et bah, tant pis, hein, ça fera ça sur le début. On récupérera plus tard. Ça marche. Et alors, vous êtes la deuxième entreprise du patrimoine vivant que j'interviewe. Ça m'intéresse d'autant plus d'avoir votre vision sur, alors peut-être du coup sur une échelle assez longue, vu qu'on est sur des maisons anciennes. C'est quoi la vision que vous avez pour les étangs de Lyon à moyen terme, long terme? Alors, ça, c'est super. Cette question, elle est très importante, surtout pour les entreprises du patrimoine vivant. On a des atouts, on a des inconvénients. L'atout, c'est que de ces maisons EPV, c'est qu'elles ont des savoir-faire qui sont uniques et elles font des produits généralement qui sont haut de gamme, voire très haut de gamme, voire très techniques. Et cet avantage-là fait qu'on est sur des marchés qu'on pourrait appeler des niches,
dans lequel les clients quand ils veulent un produit qui sorte chez nous, c'est parce qu'ils ont, un, la confiance, deux, le produit est magnifique et normalement sans aucun défaut. Et il y a un service après-vente enfin, normalement, tout est au top sur le suivi de ça. L'autre inconvénient, c'est qu'on est méconnu et qu'il faut faire un gros travail sur la marque employeur de façon à pouvoir recruter plus facilement, enfin, essayer de trouver, faire du recrutement, donc le travail de la marque employeur. Et puis la deuxième chose, c'est la passation. Mm. C'est-à-dire que pour vendre une maison comme les nôtres, il faut que les gens soient formés au produit, qu'ils aient une appétence au produit aussi, mais surtout qu'ils aient la même déontologie que celle que nous pouvons avoir. On a un grand respect pour nos salariés et la course à la marge, c'est une chose, mais en fait, on veut faire perdurer nos maisons parce qu'elles ont un savoir-faire français qui s'exporte très bien et on se doit de garder ça dans nos traditions et dans notre vie courante. Donc, on doit avoir aussi, si je dois vendre ma maison donc pour l'avenir, je dois avoir quelqu'un qui puisse correspondre à mes valeurs. Et puis, il faut commencer le plus tôt possible. Moi, j'ai bientôt 50 ans et j'en parle déjà en interne pour voir si en interne, j'ai des gens qui seraient susceptibles de vouloir reprendre le métier. Alors, je ne vous cache pas qu'il y en a déjà qui se sont manifestés. Maintenant, j'ai bientôt 50 ans, donc j'ai encore 14 ans à travailler, même si ça vient de se rallonger de 2 ans. Donc, ça fait une perspective qui est assez éloignée. Alors, Mais c'est on quoi y pense. le rôle le plus important? C'est peut-être celui-là. Du coup, le rôle le plus important du chef d'entreprise, c'est dans une entreprise du patrimoine vivant, c'est ça, c'est assurer la pérennité avec des valeurs de l'entreprise. Ça, c'est. Alors, c'est exactement ça, et c'est surtout, moi, je suis plutôt dans une idée de me dire que l'entreprise ne doit pas être rattachée à un homme, mais doit être rattachée à sa marque. Les grandes maisons de luxe, dont je ne citerai pas les noms parce que tout le monde les connaît, vous connaissez rarement le grand patron. Enfin, vous l'avez jamais rencontré, vous ne le voyez pas. Par contre, vous vous dites, quand j'achète cette marque-là, je sais que derrière, j'aurai toute la satisfaction que j'attends. Donc, c'est un peu ce que mon frère et moi nous faisons. On essaie de pas trop être rattaché à l'entreprise Hmm. de façon à lui donner une valeur à elle-même et qu'elle puisse, le jour où il y a une passation, qu'on ne se dise pas, ah bah tiens, les frères Laurent sont partis, oh bah ce sera plus pareil, il y aura plus il y aura plus ce que nous on peut dégager Ouais. ou ce que nous on veut transmettre. C'est l'entreprise qui doit dégager ce qu'elle a dans ses tripes, pas nous. Là, je vois bien, parce que nous, chez Action Coach, la définition qu'on fait d'une entreprise, c'est une activité commerciale rentable et qui est capable de fonctionner sans son dirigeant. Et en fait, c'est aussi important pour l'équilibre du dirigeant qui va pouvoir s'absenter, un jour vendre, valoriser un actif qui est l'entreprise aussi. Mais c'est aussi important pour l'entreprise qui est capable de fonctionner sans le dirigeant et donc de lui survivre quelque part. Exactement ça. Ouais, super. En tout cas, Euh, oui, pardon. c'est notre démarche aux États de Lyon. Ouais. Et quel est aujourd'hui le défi principal si le cours de l'étain donc s'est restabilisé un peu, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui sont déjà en vue? Oui, il y a un défi qui est très important et d'ailleurs il est rattaché au label EPV. C'est cette grande démarche RSE qui est en train d'arriver sur tout le monde. Mais je pense qu'il faut prendre une grande conscience de ce que c'est et de ce que ça veut dire. La démarche RSE, on peut prendre ça comme une contrainte, mais je pense que si on subit une contrainte, on ne peut pas la dépasser. Donc moi, je dirais que cette démarche RSE, il faut l'intégrer dans son nouveau modèle, dans notre modèle économique, mais il faut emmener les personnes qui sont à l'intérieur de nos entreprises dans cette démarche. Elle a deux sens, cette démarche. Elle a un premier sens qui est sociétal et un deuxième sens qui est environnemental. On peut le prendre dans l'autre sens, mais c'est pareil, sociétal et environnemental. Et sociétal, bah déjà, ce sont les hommes qui la composent. Donc, les hommes qui la composent, qu'est-ce qu'on fait de bien pour eux? Et puis, au niveau sociétal, bah, si notre personnel est bien dans l'entreprise, qu'est-ce que eux ensuite veulent faire pour l'extérieur? Et c'est là que l'environnemental peut rentrer en compte. Et c'est important de se poser la question vraiment aujourd'hui de cette démarche RSE. Pourquoi? Parce qu'on s'y prend avant qu'on nous l'impose. Mm. Et ça, quand je parle avec beaucoup de gens, ils me disent, oh là là, mais
c'est pas le moment, je verrai ça plus tard, je suis pas obligé, je fais ce que je veux. La problématique de ça, c'est que le jour où le coup près va tomber, on va se le prendre en pleine figure et ça va nous coûter très cher d'un coup. Alors que si petit à petit, on l'a déjà mis en place dans l'entreprise, même s'il y a quelques petites contraintes qui sont liées à ça, eh ben ça, on aura déjà dépassé ce côté du coup près et qui va submerger le chef d'entreprise et l'entreprise de nouvelles choses à mettre en place qui vont être très, très lourdes à supporter. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nos donneurs d'ordre, donc pour nous, les entreprises EPV, même pour d'autres, mais je parle de ce que je connais, c'est que nos propres donneurs d'ordre, des grands donneurs d'ordre, des grands architectes ou des grands clients qui peuvent avoir besoin de pièces en étain très spécifiques, nous demander et commencent à nous demander qu'est-ce que vous faites au niveau RSE dans vos entreprises. Et à partir de là, ils vont nous demander d'avoir des qualifications. Je me souviens plus des noms, mais il y a un peu comme des ISO et quelques. Ouais. Et il va falloir avoir ça. Donc, si on n'a rien mis en place, dès maintenant, on va être coincé. Et la troisième chose, c'est que le label EPV, justement, si on veut avoir le label EPV, maintenant, il y a la question du RSE. Donc, on a pris en amont ce problème-là. Je dis on parce que je suis président de l'association des EPV, la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et c'est pour ça que je dis ça. Et au niveau national, l'association EPV a mis dans ses critères d'obtention de ce label cette démarche RSE. Donc, je pense qu'il faut prendre en amont toutes ces petites problématiques et essayer de les adapter dans son entreprise pour pouvoir être opérationnel avant que l'État nous dise, ou l'Europe en tout cas, maintenant, allez-y, parce que sinon, c'est 30 000 balles d'amende, on sera coincé. Ouais, c'est sûrement aussi autant d'opportunités de prendre ça à de mettre ça en place le plus vite possible pour le faire à son rythme et pour pouvoir l'intégrer de manière positive aussi comme une opportunité dans l'entreprise. On parle beaucoup des soucis de recrutement aussi, du sens. Et effectivement, le sujet sociétal et environnemental participe sûrement à ça. Donc, c'est intéressant de faire d'une contrainte une opportunité, on va dire, pour les C'est ça. entreprises. Et j'imagine que les entreprises du patrimoine vivant ont su s'adapter au cours des années, des décennies, des siècles pour pouvoir être encore là. C'est qu'elles ont dû s'adapter à ces changements qui est aujourd'hui environnemental. Avant, il y a eu d'autres crises, d'autres contraintes et celles qui durent, en fait, vivent dans le présent au fur et à mesure. Elles ont un passé riche et si elles veulent avoir un futur, c'est qu'elles savent s'adapter à leur présent à chaque Et fois. puis, ces entreprises EPV, la plupart du temps, elles ont un tissu économique qui est sur un rayon très court. Notre approvisionnement en matières premières, nous, il est fait sur Lyon. Les vis, le support bois, nos divers fournisseurs sont généralement dans un circuit très court. Donc, on a, comme vous dites, cette adaptation depuis le début de la création. Je veux dire, on ne va pas aller acheter en Chine une paire de chaussures pour venir ensuite la ramener à Lyon pour lui mettre 3 vis dessous et dire voilà, c'est du Made in France. Non, nous, notre produit, il est fait de A à Z en France, voire même à Lyon, c'est encore Ouais. plus court. Voilà, on n'a pas de dépenses carbone dans le grand export, à part quand nous, on exporte nos produits, par contre. Ouais. Donc il y a Mais bon, sûrement en plus des choses réellement, qui existent déjà qui peuvent être ouais, valorisées en fait, intéressant. Et alors est-ce que on arrive déjà à la fin de cette interview, est-ce qu'il y a une actualité que vous avez ou une demande, un appel à faire aux autres entrepreneurs lyonnais et du Rhône qui écouteront cette vidéo? oui. Moi, j'ai un truc qui me tient à cœur, c'est qu'on entend de partout, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter. Je ne dis pas que c'est facile. Je dirais qu'il y a un changement sociétal. Il y a des personnes qui faisaient des métiers qui se disent est-ce que ce métier a du sens? Ben non, donc je vais en changer. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui cherchent du travail, voire reconversion, parce qu'ils ont besoin de donner du sens à leur métier. Mais pour pouvoir trouver tous ces gens-là, je dirais qu'il faut vraiment travailler sur sa marque employeur, euh, parce que à part les grands noms, les grands noms, on les connaît, donc les gens postulent directement dans les grandes sociétés. Mais nous, toutes ces entreprises artisanales, TPE, PME, jusqu'à une centaine ou 150 salles, même plus, on est peu connu du grand public. Or, dans un métier comme le mien, où les gens se disent, voilà, mais ils recrutent, mais moi, je ne sais pas faire de l'étain, ben, en fait, il faut juste se dire qu'on forme en interne.
et qu'on prévoit entre un an, entre 6 mois et un an, pour former les gens de A à Z à notre produit. Et je pense que je ne suis pas la seule entreprise. On s'est aperçu qu'on cherchait plus à avoir des gens qui sont motivés et qui ont des valeurs que de chercher aujourd'hui quelqu'un qui a fait des études sur notre produit. D'ailleurs, j'en suis un. Moi, je suis comptable et pourtant aujourd'hui, je dirige une entreprise. Bah, est-ce que tous les comptables ont vocation à diriger des entreprises? Non, je ne suis pas sûr. Mon frère était prothésiste dentaire et il est devenu éteigné et on s'est formé avec le temps. C'est pas simple, mais quand l'entreprise a cette démarche-là de vouloir montrer sa marque employeur et développer sa RSE en interne, je pense qu'on redonne du sens à tous les métiers. Et donc voilà, mon petit mot, c'est n'ayez pas peur, le recrutement, il y en a. Nous, on a réussi après le Covid, tout notre atelier a explosé, on l'a tout reconstruit. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont encore plus motivées qu'avant et c'est génial. Ah, super, merci pour ce message. Je suis très convaincu aussi que les entreprises, nous, on voit beaucoup le recrutement comme un besoin de se vendre. Et on parle de marque employeur, donc on est bien à mettre en avant ce qu'on sait faire. Et puis, il y a plein de façons et de mettre en avant ce qu'on peut faire et de donner envie aux personnes de venir chez nous. Et c'est à nous, entrepreneurs aussi, et ben de relever ce défi-là. Il y en a d'autres, mais celui-là en est un et il y a effectivement plein de choses à faire sur la marque employeur qui rejoint la RSE dont on parlait juste avant, et puis les valeurs d'une entreprise. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose, ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, pour moi, on a bien fait le tour. Eh ben, super, génial. Génial. Et ben, à ce moment-là, on mettra les coordonnées de l'entreprise, aussi du label EPV, et puis tout ça en commentaire de la vidéo. Merci beaucoup, Grégory, vous êtes prêté au jeu de l'interview, et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Eh ben, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce sur Action Coach. C'est gentil, merci Grégory. Au revoir. Au revoir.